Le prince qui succède n'arrive pas à s'imposer. Il est renversé en 1910 par un coup d'État militaire qui proclame la République. Quelques années plus tard, en 1916, sans qu'on s'y attende et sans raison, si ce n'est la pression de la Grande-Bretagne, le Portugal rentre dans la Seconde Guerre mondiale. Un corps expéditionnaire portugais est envoyé de quelques 55 000 hommes qui va tenir quelques kilomètres dans les Flandres. Des soldats sous-équipés, pas habitués au climat, qui vont être enfoncés lors des offensives de printemps Ludendorff au printemps 1918. Les années d'après-guerre vont être cruelles pour le Portugal, qui n'a retiré aucun bénéfice de son engagement, qui a dû faire face à la grippe espagnole, qui a vu son économie vaciller également. Et c'est une suite de crises politiques. De 1918 à 1926, 23 gouvernements vont se succéder au Portugal, ce qui fait que c'est avec soulagement que la population voit en 1926 l'armée renverser cette république et proclamer donc la dictature nationale. Aristides et ses actions ont été votées pendant des dizaines d'années. Heureusement, ici à Bordeaux, et donc, comme j'ai fait avec lui, je fais la publicité parce que je crois que c'est important. Heureusement, ici à Bordeaux, on a un comité d'hommage à Aristides Sosamundt qui compte déjà plus de 35 ans, qui était la première institution au monde à préserver la mémoire et à promouvoir les valeurs associées aux actions de Aristides Sosamundt. Donc je vous invite, au nom de la présidente du comité, si vous n'êtes pas inscrit, à vous inscrire aussi au comité et à aider à préserver la mémoire d'Aristides et à la transmettre aux nouvelles générations. Comme Isabelle Varadas l'a dit, je trouve que c'est très important. Agnès a fait la même chose en mentionnant l'actualité dans laquelle on se trouve aujourd'hui, en Israël et Palestine, mais aussi en Ukraine et tant d'autres pays au monde. Je crois que l'exemple d'Aristides est une très belle histoire qu'il faut partager avec les autres. Si vous avez des questions, vous avez l'auteur. Bordeaux, je dis Montréal, je sais pas, depuis aujourd'hui. Enfin, maintenant que je suis ici à Bordeaux, je devrais dire Bordeaux. Mais Montréal, peut-être parce qu'il y a une partie de la famille qui était aussi allée à Montréal. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un grand moment pour moi, très heureux de parler toujours de mon grand-père. Et enfin, de voir tous les développements à partir du moment où on ne parlait pas, où c'était le tabou complet. Aristide, depuis ce qu'il a fait en 40, a disparu complètement de la carte du monde. Il a disparu. Il s'est retiré parce que n'avait rien d'autre à faire. C'était interdit, son image, ses paroles. À un moment où aussi il y a Membre de la famille de Sousa Mendes et moi personnellement j'aimerais bien aussi avoir votre vision de votre grand-père. On pourrait peut-être commencer avec Agnès, on commence avec les dames et après Antonio. Ladies first. Ladies first, exactly. C'est pas très facile de parler. Je suis vraiment très heureuse que ce jour ait lieu. Merci beaucoup à tous et à Edith d'avoir écrit cet ouvrage sur lequel aussi j'ai beaucoup apprécié de participer avec ma maman. Donc, moi je suis la fille de Marie-Rose, donc j'ai eu la chance, merci beaucoup, de pouvoir passer ce livre et de raconter comment ma maman a connu son père, donc à 3 reprises en Dordogne. Voilà. Et par rapport à, donc, pour en revenir à ce que vous disiez par rapport à la mémoire, je trouve que c'est très très important actuellement, avec des sujets d'actualité qui sont terribles. Hein. Donc,
cette humanité qu'il faut sauver. Hein. Je pense que mon grand-père symbolise énormément cette notion de sauvetage de l'humain. Hein. Et je pense qu'on vit dans une période où on n'a plus que besoin d'en parler. Présidente du comité Sousa Mendes depuis 2 ans, qui a à la fois une grande responsabilité et un énorme privilège parce que perpétuer la mémoire et les valeurs véhiculées par cet homme qui a perpétué, avec cet acte héroïque, et surtout de nos jours, c'est une énorme responsabilité quand nous voyons tout ce qui se passe. Donc ces valeurs de tolérance, du vivre ensemble, peut-être qu'on le banalise, ces mots vivre ensemble, mais ça a tout son sens. Aristide, voilà, il a été vraiment, il s'est oublié lui et sa famille quelque part pour justement sauver des vies. Et sauver une vie, c'est déjà sauver l'humanité tout entière. Donc c'est pour ça qu'il faut... Merci beaucoup Eric d'avoir, Eric, Stéphane, Maryse, Monsieur le Consul, Agnès, Antonio et tous vous ici présents, d'être là, de vous intéresser à cet homme et surtout aux valeurs, à ses valeurs. Aujourd'hui, c'est très important d'en parler, de transmettre, et je suis ravie qu'il y ait des jeunes gens ici, parce que c'est notre mission, celle du comité, notre mission de transmettre aux plus jeunes générations le passé, parce que si on fait pas vivre ce passé, on va droit dans le mur, et même comme ça c'est compliqué. Donc merci pour cette opportunité de parler, et je pense qu'il faut vraiment continuer d'en parler, parce que c'est important plus que jamais pour ne jamais oublier. Merci à vous. Il se fait connaître, il est hissé dans le consulat, et il va reproduire à Bayonne la technique qu'il a mis au point à Bordeaux. C'est-à-dire, on descend des tables dans la rue pour éviter que les gens prennent l'escalier, on fait une rotation de passeports, et on pense pendant 3 jours, là encore, qu'il va signer des milliers de visas, aidé par les gens du consulat, les employés du consulat, sur lesquels il y a l'autorité. Il va signer encore plusieurs milliers de visas. Là, on a déjà dépassé les 10 000 visas. Le consul de Bayonne, qui est au courant de la circulaire 14, dit « Bon, c'est bien gentil d'obéir à mon supérieur, je vais quand même me mettre à l'abri ». Et il envoie un petit courrier à Lisbonne. Les communications marchent encore. C'est surprenant, mais ça marche. Dans lequel, il mentionne que, oui, sous l'autorité du Portugal, il a passé sa journée la veille à remplir des visas, qui ne sont pas tout à fait en accord avec la politique du gouvernement. Et puis il s'étonne quand même de ne pas avoir fait payer de droits, et se demande si c'est normal. Et ce câble arrive au ministère des Affaires étrangères à Lisbonne, qui prend conscience de la situation et qui délègue aussitôt un envoyé spécial pour enquêter. Parallèlement, les Espagnols s'étonnent de cet afflux de réfugiés portugais qui arrivent à leurs frontières depuis ces derniers temps, tous venant de Bordeaux. Donc l'ambassadeur, là cette fois-ci, l'ambassadeur du Portugal en Espagne vient aussi pour enquêter. Ces 2 personnes arrivent le 22, Aristides est prévenu, il disparaît dans la nature, on le voit signer encore à droite, à gauche, il a emporté le visa du consulat, il donne il tamponne à droite, à gauche, ici, sur tout ce qui... Voilà, il va signer. Le 23-24, il est à la frontière, il essaie d'user de son prestige, de son passeport diplomatique, de sa plaque consulaire pour faire passer, il arrive à débloquer cette situation de douanier espagnol méfiant, de garde civile méfiant à la frontière, il fait encore passer, et on arrive au fameux épisode de Biriatou, où justement, lorsque la frontière est complètement bloquée, Sousa Mendes et comment dirais-je, persona non grata, ces visas ne sont plus reconnus, va aviser les réfugiés en attente, en souffrance, devant la frontière, va les emmener avec lui au pas de sa voiture, à 5 km en amont sur la Bidasoa, au petit péage, au petit poste de frontière de Biriatou. Il n'y a pas de téléphone à l'époque entre Angalé et Biriatou, il se dit avec un peu de chance, ils ne sont pas au courant. Et effectivement, ils ne le sont pas, il arrive, ces gens sont avec moi, voici, etc. La barrière s'ouvre, et quelques centaines de réfugiés supplémentaires vont pouvoir parvenir à s'échapper. Aristides regagne Bordeaux, de là il regagne le Portugal, il sait bien qu'il s'est mis en infraction, il sait bien qu'on va lui faire
des reproches, il ne s'attend pas quand même à ce qu'il attend, puisque un procès assez sévère à son encontre va lui être intenté. Je rappelle que c'est Salazar qui détient le poste du ministre des Affaires étrangères, c'est lui qui a la haute main des trucs finales, alors que le jury classique de donner une séquence atténuante, il y a des témoins qui expliquent que face à cette marée humaine, on pouvait quand même peut-être défaillir, perdre la raison, c'est ce qui est invoqué. Il faut savoir que la plupart des autres consulats de Bordeaux ont mis porte close, fermé à double tour, fermé jusqu'à nouvel ordre. Eh bien, il va être donc condamné par Salazar en personne à être un an d'inactivité avec demi-salaire et mise à la retraite anticipée. Donc, ce qui consiste à le plonger dans une précarité économique, puisque à l'époque au Portugal, la retraite est calculée sur le dernier salaire, donc c'est la moitié du dernier salaire. Donc si vous avez la moitié de votre moitié de salaire, vous avez plus que le quart du salaire. On va d'ailleurs lui discuter régulièrement des frais, etc., qui vont être fonctionnés. La Troisième République finissante vit aussi ses tourments. Le 15 juin, c'est le grand débat entre les tenants de l'armistice, signé par le gouvernement, de la capitulation signée par l'armée. Il faut savoir qu'une capitulation signée par l'armée française aurait permis au gouvernement qui n'aurait rien signé de se réfugier en Afrique du Nord et de continuer la guerre. Les Végans s'y opposent puisque l'armée n'a pas failli. À tel point que Paul Reynaud démissionne et c'est ce que je voulais souligner, le 17 juin, alors que le général de Gaulle s'envole de Mérignac, refuse, il dit non. Un autre homme, à quelques centaines de mètres là, ils ne se sont jamais rencontrés, va aussi dire non à son tour, non, 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 je vais signer. Et il a cette phrase, maintenant il n'y a plus de nationalité, il n'y a plus de race, il n'y a plus de religion, je donnerai des visas à tout le monde. Il est facile d'imaginer que le consulat, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre parmi ces dizaines de milliers de réfugiés, et va se mettre en place une situation de crise totalement illégale, mais il n'y a que José Mendes qui le sait. La plupart des gens d'ailleurs activationner des visas qui ont été signés par le consul portugais sont persuadés que c'est le gouvernement portugais qui est derrière lui, ce qui n'est pas vrai. Il va installer des tables, il est lui, il a un de ses fils qui est resté avec lui, il a sa fille, il a son gendre, il a son secrétaire de consulat, et ils vont signer des visas à tour de bras. Le rabbin Kruger ne reste pas inactif, il monte, il descend, le consulat est au premier étage, il monte, il descend, il prend les visas, on signe, etc., les gens sont bons. Il est difficile d'estimer le nombre de visas qui vont être signés au cours de ces journées. Vous avez peut-être entendu dire que Aristide Mendes aurait signé 30 000 visas. C'est le chiffre que vous voyez partout. 30 000 visas, oui, un chiffre tellement énorme qu'il est vraiment sujet à caution. Et beaucoup de révisionnistes sont engouffrés dans la brèche en disant que c'est mathématiquement pas possible, puisque l'opération de sauvetage va durer moins de 10 jours. Il faut savoir qu'en fait, c'est un but de langage, parce qu'en fait, il ne peut pas avoir fini 30 000 visas, mais il suffit qu'il en signe 8, 10, 11 000 pour sauver 30 000 personnes, puisque de nos jours, on a chacun notre passeport. À l'époque, c'était patriarcal. Un visa, c'est une famille. Par exemple, la famille Kruger, il y a 5 enfants, il y a Madame Kruger, Monsieur Kruger. Donc, un seul visa pour la famille Kruger qui est porté sur les visas sur les registres du consulat. Un seul visa va sauver 7 personnes. Donc, si on fait une moyenne de 1 visa, 3 vies, il suffit de démontrer qu'Aristides a les moyens, les capacités de signer, aider de sa femme, des enfants et du personnel, une dizaine de milliers de visas, et c'est possible. Je ne dis pas si ça a été fait, mais on dit que c'est possible. C'est d'autant plus possible qu'on a parlé de l'employé du consulat qui, lui, craignant pour sa carrière, va consciencieusement tenir un registre sur lequel il va noter toutes les personnes qui sont passées entre ses mains, à qui il a fait consciencieusement passer les droits, payer les droits des visas, etc., etc. Tandis que Aristide, sa fille, son fils, son gendre, estime que si taxe il y a à payer, elle peut toujours être payée à la frontière portugaise. Lui ne demande pas. Et on voit qu'au cours des 3 jours bordelais, du 17, du 18 et du 19 juin,
José Seabra, le secrétaire du consulat, va signer en gros, va délivrer à peu près 900 visas, c'est-à-dire 300 visas par jour. Donc on peut penser qu'Aristides, de son côté, qui ne faisait rien payer, ben, il peut en délivrer 500, sa fille aussi, son gendre aussi, son fils aussi. Ce qui fait qu'on arrive, on dépasse déjà sur les 3 jours bordelais le chiffre de 5000. Les armées allemandes avancent, les réfugiés refluent vers la frontière espagnole, la situation se calme entre guillemets à Bordeaux. Aristides reçoit un appel au secours du consul du Portugal à Bayonne, qui est sous son autorité, ainsi d'ailleurs que le vice-consul de Toulouse. Que fait-on? Aristides dit j'arrive, et il gagne Bayonne. Il faut savoir qu'à l'époque c'est la débâcle, mais il y a deux catégories de personnes qui ont le droit d'avoir de l'essence, ce sont les militaires et les diplomates. Donc on récupère une voiture, généralement donnée par un réfugié, qui ne peut pas l'emmener, qui n'a plus d'essence, on remplit, et on arrive à Bayonne. À Bayonne, la situation est encore pire qu'à Bordeaux, parce qu'à Bordeaux, ça se passe qu'en 2018, le consulat du Portugal à Bayonne se trouve rue du Pilori, donc c'est une rue à laquelle je suis allé pour me rendre compte, elle est de la taille de la rue Henri Rodel. Le consulat se situe au 2e étage, en haut d'un escalier en bois qui est envahi par des réfugiés qui manquent le faire s'écrouler. La rue est bloquée par des milliers de personnes, la ville regorge de milliers de réfugiés, au point que les employés du consulat, pour accéder à leur bureau, sont obligés de passer par les immeubles voisins et par les toits. Lors d'un de mes derniers voyages au Portugal, voyage d'affaires évidemment, par une dame qui fait office de recteur chez nous en fait. Et c'est quand j'ai parlé à un titre de la Sud-Américaine, elle m'a dit c'est une belle âme, ce monsieur. Oui. Lorsque toute la population portugaise pense à la même chose. Ah oui, mais sans doute. Sans doute. Ouais. Alors, je vous invite un petit verre d'amitié et bien sûr en traditionnel pastel. C'est un petit pays qui a dominé les mers quelques siècles auparavant, au XVIe siècle, et qui a perdu une première fois son empire colonial lors de la funeste Union ibérique qui a vu l'occupation du pays par l'Espagne, qui a ensuite perdu encore un morceau de son empire Portugal quelques années avant, en 1822, en perdant le Brésil. Et c'est un pays, on va dire un peu en crise, politiquement instable, une monarchie en discrédit qui tente désespérément de moderniser ses infrastructures, l'infrastructure du pays et les institutions du pays, mais qui n'y parvient pas. Les racines de la famille Sousa Mendes plongent dans l'histoire du Portugal. Son père, qui est juge à la cour d'appel de Coimbra, est issu d'une tradition d'une lignée de propriétaires terriens profondément catholiques. Sa mère également profondément catholique, descend de l'aristocratie. Ils vont avoir 3 enfants qu'ils vont élever dans ces valeurs catholiques qui vont être à l'origine de l'action d'Aristides à Bordeaux en 1940. 3 enfants, je disais, donc le 19 juillet, Aristides, mais la veille, le 18, son frère jumeau aîné, qui va naître quelques heures avant lui, et le hasard fait que 2 jumeaux, qui sont pourtant jumeaux, ne sont pas nés le même jour. Aristides et César vont avoir des destins vraiment très similaires, ils vont embrasser la même carrière, ils vont se suivre tout le temps. César l'aîné va toujours soutenir son frère cadet. En 1902, ils entrent à la prestigieuse université de Coimbra, qui est la seule université du Portugal à l'époque, et ils vont, sous l'influence de leur père, semble-t-il, probablement, suivre l'étude de droit. Le père est donc magistrat. Ils vont décrocher. Il est né le 19 juillet 1885, ce qui nous transporte au 19e siècle, au pied des montagnes du Portugal, au centre nord du Portugal, à côté de Coimbra. Il aurait aujourd'hui 138 ans, 139 ans le 19 juillet. Ce jour-là, le 19 juillet 2024, son 139e anniversaire, va être inauguré dans son village natal de Cabanache
dans la maison familiale des Sousa Mendes un musée qui a été rénové donc grâce aux fonds européens, qui a perpétué la mémoire du consul portugais de Bordeaux. Alors on va voir comment, alors que rien ne prédisposait ce petit portugais qui va naître donc dans la montagne à côté de Viseu et de Coimbra, rien ne le prédisposait. Le ministère des Affaires étrangères, qui est tenu à l'époque également par Salazar, président du Conseil, ministère des Affaires étrangères. C'est une circulaire 14 qui est une circulaire qui s'inscrit totalement dans l'esprit du temps. Il faut savoir que quelques années, enfin 1938, l'année précédente, la conférence d'Évian, censée régler le problème des Juifs qui fuient l'Allemagne nazie, l'Autriche de l'Anschluss, vont se retrouver sur les routes d'Europe et aucun des pays européens de la planète ne va vouloir les accueillir. La France a déjà fait beaucoup, accueilli 100 000. Les Anglais s'opposent à une immigration en Palestine, les Américains restent enquistés sur leur chiffre de 27 000 réfugiés, enfin émigrants en provenance d'Allemagne, et la conférence va se séparer sans aucun résultat concret, si ce n'est celui de persuasion indésirable dans la circulaire 14, et les visas de transit ne sont autorisés que si les sujets peuvent se justifier d'un visa pour le pays d'accueil, par exemple les États-Unis, ou d'un titre de transport qui les font traverser l'Atlantique. Voilà pour la circulaire 14 qui vient, donc l'anniversaire du 11 novembre, le 11 novembre 1939. 6 mois plus tard, commence la véritable Seconde Guerre mondiale. La Belgique et la Hollande sont envahies, c'est la percée des Ardennes, la poche de Dunkerque, la bataille de France. L'armée française recule et avec elle, devant elle, la foule des réfugiés qui se croyaient à l'abri de la barbarie nazie derrière la ligne Maginot. Le 14 juin, les Allemands entrent à Paris. Le 14 juin, le gouvernement français arrive à Bordeaux. Le 14 juin, donc le gouvernement reprend ses bonnes vieilles habitudes. Le président de la République arrive au Vital Carla,